J'ai publié avant-hier une petite capsule sur mon compte TikTok pour partager une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'un des deux juges que j'accuse de délit de justice, de juge administratif qui s'appelle Philippe Christille au tribunal administratif de Châlons-Champagne et Éric Mess à la cour administrative d'appel de Nancy, eh bien, l'un des deux, monsieur Éric Mess, a décidé, le 11 septembre dernier, a décidé de ne plus s'occuper de mon recours à la cour d'appel administrative de Nancy. Je vais vous rappeler pourquoi Éric Mess, en refusant de prendre les 2 simples mesures d'instruction que je lui demandais, pourquoi il a manifesté sa partialité. Et les exemples, enfin, les preuves que je vais vous donner, je les ai évidemment exposées dans le mémoire en réplique du 21 septembre 2023. Et puis, je l'ai répété aussi à Madame Pascale Roussel dans le courriel que je lui ai envoyé le 22 septembre. Voilà. Donc, on y va. Je répète encore, parce que franchement, ça, il faut que vous, citoyennes et citoyens, vous allez dans votre vie, vous avez toujours affaire à l'administration, toujours. Que vous soyez des citoyennes et citoyens en dehors de l'administration, si vous exercez n'importe quel travail, en dehors de l'administration, ou que vous soyez des fonctionnaires. Mais vous aurez toujours au moins une fois affaire à une administration dans votre vie. Donc, il faut savoir que si vous avez des litiges avec une administration, si vous avez un contentieux, si vous avez un conflit, eh bien, normalement, c'est la justice administrative qui doit régler ce conflit, normalement. Et là, vous voyez un dépliant que j'avais pris au tribunal administratif de Châlons-Champagne la toute première fois où je me suis présentée à ce tribunal. Quand je suis arrivée à l'accueil, il y avait plusieurs plaquettes, plusieurs dépliants qui étaient sur le bureau et évidemment, je les ai prises, bien sûr. Donc là, je vous en montre une. La justice administrative a été créée pour faire respecter le droit par les administrations. C'est ça la mission de la juridiction administrative. Obliger les administrations à respecter le droit. Sous-entendu, il y a bien des cas où les administrations ne respectent pas le droit. Parce que si les administrations respectaient toujours le droit, pourquoi aurait-on eu nécessité de créer une juridiction administrative pour obliger une administration à respecter le droit? Ça veut bien dire qu'il y a des cas où l'administration ne respecte pas le droit, viole le droit. On est bien d'accord, c'est logique. Et elle a aussi été créée pour réparer les dommages que les administrations auraient pu causer à nous, les justiciables. Donc voilà 2 objectifs de la juridiction administrative. Obliger l'administration à respecter le droit et réparer les dommages, les préjudices que l'administration aurait pu causer à des justiciables. Et puis, il y en a une autre, c'est un autre objectif, c'est la phrase que j'ai soulignée en rouge. La juridiction administrative veille à assurer l'équilibre entre les prérogatives de puissance publique, donc ça veut dire entre les pouvoirs des administrations, et les droits des citoyens. Donc, vous comprenez, ça c'est très très important. Et c'est pour ça que vous avez, vous voyez le logo en haut à droite de l'écran, qui est le logo de mon opération Stop au délit de justice. Vous avez les 2 plateaux de la balance. Les 2 plateaux doivent être à égalité. Et donc, c'est ça une des missions aussi très très importantes de la juridiction administrative, c'est d'assurer l'égalité des armes entre une administration et les justiciables. Il ne faut pas que le plateau de l'administration soit plus haut, non, soit plus bas, pèse plus lourd que le plateau des justiciables, des droits des justiciables. Vous comprenez? Et ça, c'est une mission hyper importante de la juridiction administrative. Assurer l'égalité des armes. Vous voyez? Ok, l'équilibre. Bon. Donc, ça, c'est ce que je croyais, moi, en 2017. Hein, et franchement, j'avais une confiance absolue. Alors là, absolue. Ok. Et alors, ces pouvoirs de la juridiction administrative pour
obliger l'administration à respecter le droit et à respecter nos droits à nous, eh bien, ils sont notamment inscrits dans le Code de justice administrative. Par exemple, vous avez l'article L5, l'instruction des affaires est contradictoire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, qu'un juge administratif ne peut pas laisser dans l'ignorance des arguments de l'autre partie, une des parties. Par exemple, le juge administratif, il ne peut pas me cacher des arguments du rectorat de Reims contre moi. Il ne peut pas. Sinon, ce n'est pas contradictoire. OK. Et vous avez l'article R611-10, le juge rapporteur qui aide le président de chambre à instruire le recours, il peut demander aux parties toute pièce ou tout document utile à la solution du litige. Donc ça, c'est hyper important. C'est ça l'instruction de recours. Quand vous avez deux parties, vous avez le rectorat de Reims et vous avez moi, d'accord? Le rectorat de Reims, il dit, en gros, Madame Chassard, c'était la fauteuse de troubles et c'est parce que elle mettait en danger les personnels, les élèves, en gros, elle cassait les pieds à tout le monde et elle perturbait le fonctionnement des établissements. Donc, c'est pour ça qu'on a dû la mettre dehors, d'accord? Moi, je dis, le rectorat de Reims m'a harcelé parce que j'avais dénoncé des dysfonctionnements et parce que j'étais victime aussi de cabales diffamatoires de la part de certains de mes collègues. D'accord? Donc, le juge, il a deux avis évidemment très différents, opposés. Et le juge, il doit examiner les documents produits par les deux parties pour arriver à connaître la vérité. Et ça s'appelle l'instruction. Ça fait partie de l'instruction du dossier. D'accord? C'est exactement comme les juges d'instruction au pénal. C'est pareil. OK. Eh ben, en plus, vous avez la jurisprudence. Donc, la jurisprudence, c'est tous les jugements depuis que les juridictions administratives existent, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, à peu près, si je ne me trompe pas, attention, je vérifierai. C'est tous les jugements des tribunaux administratifs, des cours d'appel administratives et du Conseil d'État. Ça s'appelle la jurisprudence. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose qui fait que le droit administratif est toujours en évolution. D'accord? Eh bien, en 1957, le Conseil d'État dit que l'instruction d'une affaire à juger est une formalité essentielle. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des actes d'instruction. Parce que si le juge, il reçoit mon dossier, il met dans un tiroir, il reçoit les arguments du rectorat, et puis ceux-là, il les lit d'abord, mais les miens, il ne les lit jamais, ah ben là, franchement, ça ne va pas du tout. Hein. Et donc, s'il n'y a pas eu, si moi, je peux apporter la preuve qu'il n'y a pas eu une véritable instruction dans mon dossier, dans mon recours, par le juge Éric Meiss, eh bien, ça constitue une violation de cette formalité essentielle. Et ça peut conduire à la censure du jugement que va prononcer le juge. Censure, ça veut dire que son jugement, il va être annulé. D'accord? Donc ça, c'est le Conseil d'État qui le dit. Donc le juge Éric Meiss, eh bien, il doit obéir à ce que dit le Conseil d'État dans les jugements du Conseil d'État. Point barre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ça aussi. Il y a ça que j'ai dit au juge Éric Meiss depuis, je l'avais déjà dit au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, évidemment. Donc ça, c'est un arrêt hyper important du Conseil d'État du 1er mai 1936. Ça s'appelle l'arrêt Coespel-Duménil, parce que c'était un monsieur qui s'appelait Coespel-Duménil qui est allé jusqu'au Conseil d'État pour défendre ses droits. Donc ça, c'est la preuve que un juge administratif, quand il ou elle va instruire un dossier, a l'obligation, regardez bien ce qui est écrit, d'exiger de l'administration compétente la production de tout document susceptible d'établir sa conviction et de nature à permettre la vérification des allégations du requérant. En gros, en langage clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les requérants, moi je suis une requérante parce que j'ai déposé une requête, c'est-à-dire je demande au juge de résoudre un litige avec l'administration, avec le rectorat de Reims. Donc moi je suis la requérante et j'allègue quelque chose, ça veut dire j'affirme quelque chose, d'accord? Donc j'affirme que le conseil de discipline du 21 mai 2019 organisé par l'ex-rectrice d'académie Hélène Incel est totalement irrégulier. Et j'affirme que quelques semaines avant ce conseil de discipline, le DRH du rectorat de Reims, Cyril Bourgerie, a ordonné ou à laisser faire
ou à ignorer, ce qui sera encore plus incroyable, une manipulation frauduleuse dans mon dossier administratif. Et je l'affirme parce que j'en ai des preuves. Donc, M. Éric Mess, quand il reçoit mes éléments de preuve, qui sont irréfutables, eh bien, il n'a qu'une chose à faire. Il doit vérifier ce que je dis. Il doit vérifier ce que je dis. C'est le Conseil d'État qui le lui ordonne. Parce que quand le Conseil d'État écrit le 1er mai 1936, il appartient en effet au Conseil d'État. Mais après, dans les jugements suivants, dans les années suivantes, ça sera il appartient au juge administratif, hein, à quelque niveau qu'il soit, hein, Conseil d'État, Cour administrative d'appel ou tribunal administratif. Il appartient aux juges administratifs qui sont saisis d'un recours pour excès de pouvoir, c'est mon cas, d'exiger de l'administration compétente la production de documents de nature à permettre la vérification des allégations. Donc, Éric Mess, il doit vérifier. Et quand le Conseil d'État écrit « il appartient », ça veut dire le juge doit le faire. C'est ça que ça veut dire. Le juge doit le faire. Et il n'y a que lui ou elle qui peut le faire et qui peut ordonner ça à l'administration. Donc ça, c'est l'un des arrêts que j'ai exposé à M. Éric Mess depuis 2 ans. Donc, il a quand même le temps de le lire. Hein. Et puis, normalement, il devrait les connaître. Un autre arrêt aussi très important, qui montre une obligation pour les juges administratifs dans l'instruction de leurs recours, enfin des recours des justiciables, c'est celui-ci. C'est l'arrêt Barel et Ali. Alors, vous savez, les arrêts du Conseil d'État ou les jugements des tribunaux administratifs, ils portent toujours le nom de la personne qui a déposé la requête. Donc là, c'était 5 personnes, 5 ou 6, ouais, 5, voilà. C'était 5 personnes qui avaient passé un concours, et puis ils se sont aperçus qu'en fait, ils avaient été éjectés du concours, mais parce que on avait regardé leur dossier, dans leur dos, bien sûr. Et donc, ils ont été jusqu'au Conseil d'État pour faire annuler le fait qu'ils avaient été éjectés du concours. Et donc, ça c'est vraiment super intéressant. Donc, la section du contentieux du Conseil d'État a utilisé de son pouvoir, vous voyez, usant du pouvoir d'exiger de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre la vérification des allégations des requérants, a demandé au secrétaire d'État de l'époque, donc membre du gouvernement, d'accord, a demandé au secrétaire d'État la production des dossiers constitués au sujet de la candidature de chacun des requérants. Donc, le Conseil d'État a demandé au secrétaire d'État de lui donner les dossiers qui avaient été constitués pour les 5 candidats. OK. Et puis, regardez bien la suite, aucune suite n'a été donnée par le secrétaire d'État à cette demande du Conseil d'État pour 2 des requérants qui étaient messieurs Barel et Bedjaoui. Et pour les 3 autres requérants qui s'appelaient messieurs Guyader, Fortune et Lingois, la section du contentieux, donc le Conseil d'État, a reçu une réponse qui disait en gros, voilà, qui n'a pas reçu de réponse. C'est là qu'il y a la phrase « il n'a pas été satisfait à cette demande, à cette dernière demande ». D'accord? Donc ça veut dire qu'en 1954, le secrétaire d'État du gouvernement a refusé la demande du Conseil d'État d'obtenir des documents qui permettaient de vérifier les affirmations des requérants. Et regardez bien ce qui est écrit après. Ah non, c'est dans un autre arrêt. Donc, il ressort de l'ensemble des circonstances qu'on a expliquées plus tôt que le motif allégué par les auteurs des pourvois doit être regardé comme établi. Ça veut dire, puisque le gouvernement n'a pas voulu donner au Conseil d'État les dossiers des candidats qui avaient été éjectés, eh bien, ça veut dire que les candidats avaient raison de dire qu'ils avaient été éjectés, qu'ils avaient en gros été discriminés. Donc, vous voyez, cet arrêt, c'est hyper important parce que le Conseil d'État, il dit « Ok, l'autorité administrative refuse de me communiquer les documents, pas de problème. Dans ce cas-là, je considère que c'est l'autorité administrative qui a tort et que c'est les requérants qui ont raison. » Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est absolument génial, ça.
Ça veut dire que si une administration, lorsqu'on le lui demande, lorsque des juges administratifs le lui demandent, si une administration refuse de produire des documents, alors cela signifie qu'elle est coupable. Parce qu'elle s'oppose à la manifestation de la vérité et parce qu'elle refuse de répondre à une demande d'un juge administratif. Vous voyez? Et donc, les requérants, c'est-à-dire messieurs Barrel, Bedjaoui, Guyader, Fortuné et Langlois, eh bien, ils ont obtenu raison. Et donc, leur éjection du concours auquel ils avaient participé a été annulée. Vous voyez? Donc, cet arrêt Barrel et Attali, alors Attali, c'est du latin, ça veut dire Barrel et autres. Ça veut dire qu'on ne va pas donner le nom des 5 personnes, mais on donne le nom de la première personne et on dit Barrel et les autres. D'accord? Ok. Donc cet arrêt-là, évidemment, je l'ai répété plusieurs fois à monsieur Éric Mess. Alors ça ne lui plaît pas, bien sûr, hein, qu'une simple citoyenne lui montre qu'elle connaît peut-être un peu mieux que lui la jurisprudence du Conseil d'État sur les pouvoirs d'instruction des juges administratifs. Mais bon, il vaut mieux toujours apprendre. Hein. Un troisième arrêt, qui est aussi important, c'est celui de l'égalité des armes. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai montré le dépliant. Voilà. Vous vous rappelez la phrase que j'avais soulignée en rouge? Donc, la juridiction administrative veille à assurer l'équilibre entre l'autorité d'une administration et les droits des citoyens, les plateaux de la balance. OK. Eh bien, là, il y a un arrêt donc important aussi de 2014, mais bon, il y en a eu d'autres avant, hein, mais c'est celui-là vraiment qui est important parce qu'il y a l'expression égalité des armes. Donc, il incombe au juge administratif. Il incombe, ça veut vraiment dire, c'est le devoir des juges administratifs. Donc, il incombe au juge administratif, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, donc les droits de l'administration et les droits des justiciables, et d'assurer l'égalité des armes entre les parties. Donc, il faut que les juges administratifs assurent l'égalité des armes entre les administrations et les justiciables. Parce que, a priori, les administrations ont plus de pouvoir que les justiciables. D'accord? Donc, c'est au juge administratif, s'il ou elle est vraiment impartial, eh ben, il ou elle doit assurer l'égalité des armes. Voilà, rétablir l'équilibre. OK. Donc, ça, c'est un arrêt du 1er octobre 2014 et c'était un monsieur Erden. Et évidemment, celui-là, hein, je l'ai aussi donné au juge Éric Mess. Tout ce que je vous montre là, je l'ai déjà écrit depuis 4 ans, je l'ai déjà écrit, hein, à de multiples reprises. OK. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait le Code de justice administrative qui donnait aux juges des pouvoirs d'instruction. D'accord? Eh bien là, vous en avez un qui est relatif au pouvoir de lancer une enquête. Les juges administratifs, ils peuvent très bien, comme les juges d'instruction, c'est un peu plus rare évidemment, mais ils peuvent le faire. C'est dans le code. Ils peuvent lancer une enquête et auditionner des gens dans le tribunal ou dans la cour d'appel. D'accord? Ils peuvent faire venir des gens pour poser des questions à l'oral et écouter les réponses des gens. C'est parfaitement possible. Ils peuvent aussi se déplacer dans des endroits pour poser des questions, vérifier des documents. Voilà, ils peuvent faire ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est la partie de la phrase que je vous ai mise en rouge. C'est-à-dire que pendant l'enquête, donc les juges peuvent entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile à la manifestation de la vérité. C'est-à-dire que c'est là une autre mission importante de la juridiction administrative, de tous les juges en fait. C'est que ces gens doivent avoir à cœur de faire apparaître la vérité. Dans mon dossier, je suis désolée, mais moi je veux et je vais faire apparaître la vérité. Donc la vérité, depuis 2016, ce n'est pas que je suis une fauteuse de troubles dans tous les établissements où je passe, c'est pas vrai. Je vous ai fait une vidéo avec toutes les notations administratives depuis 1991. La vérité, c'est pas que j'ai refusé d'obéir aux ordres de ma hiérarchie, que j'ai mis en danger des personnels, que je me suis comportée de façon inappropriée avec les élèves. Ça, c'est des mensonges, des mensonges. La vérité, c'est tout simplement que en 2016, j'ai porté plainte au pénal contre une cheffaillonne harceleuse, Nathalie Oulas-Monfry, dans les Ardennes, et qu'à partir de là,
le rectorat de Reims, la rectrice Hélène Incel, la DRH Delphine Vieux-Le-Gouda et le DRH Cyril Bourgerie ont participé à une entreprise délibérée de placardisation, ostracisation, diffamation, vexation et expulsion. C'est ça la vérité, avec des irrégularités majeures dans l'organisation du Conseil de discipline du 21 mai 2019. Voilà, ça c'est la vérité. Je n'arrête pas de le dire depuis 2019 et je l'ai déjà prouvé. J'ai apporté des éléments de preuve et les juges, ils doivent en tenir compte. Parce qu'il faut arriver à la vérité. Soit c'est l'administration, le rectorat de Reims qui a raison, soit c'est moi qui ai raison. Il faut le savoir et il faut utiliser les moyens pour arriver à la vérité. Point barre. Ah, alors celui-là aussi, je l'ai souvent dit à monsieur Éric Mess. Monsieur Éric, ah oui, je vous explique. Donc, il existe, depuis la loi du 17 juillet 1978, il existe un droit d'accès aux documents administratifs pour tous les citoyens et toutes les citoyennes de la République française. Cette loi s'appelle la loi CADA, parce que cette loi a créé une commission qui s'appelle la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. Je vous ferai bientôt une émission spécialement sur la CADA et comment on peut saisir la CADA pour avoir accès à des documents administratifs. Donc, en gros, ça veut dire que vous, citoyennes ou citoyens, à un moment parce que vous en avez besoin pour telle ou telle raison ou parce que vous voulez les connaître, eh bien, vous avez le droit d'accéder à ces documents. D'accord? Ça, c'est la loi du 17 juillet 1978 qui vous le dit. Mais en plus, le 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel a dit que ce droit d'accès aux documents administratifs, c'était un droit de nature constitutionnelle. Parce que dans la Déclaration des droits qui fonde la République française le 26 août 1789, eh bien, il est écrit, l'article 15, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Donc, si l'administration, n'importe laquelle, conserve des documents qui vous concernent, vous avez le droit de les connaître. Et vous avez le droit de les obtenir, d'en obtenir une copie, bien sûr. D'accord? Donc, cette décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020, c'est quelque chose qui rend encore plus, j'arrive pas à trouver le mot, c'est quelque chose qui rend encore plus imposant, si vous voulez, mon droit d'accès aux documents administratifs. Or, l'une des irrégularités dans l'organisation du Conseil de discipline du 21 mai 2019, c'était que justement, la rectrice d'académie, je vous l'ai expliqué dans l'historique, la rectrice d'académie, Hélène Incel, avait refusé de nous communiquer, à Madame Lerat, mon avocate, et à moi, de nous communiquer une dizaine de documents avant le Conseil. Et on avait besoin de ces documents, j'avais besoin de ces documents pour prouver qu'il y avait une intention de nuire de la part de la rectrice contre moi. Et évidemment, la rectrice Hélène Incel, elle a continué à me refuser certains de ces documents, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc, je disais à Éric Mess que non seulement les documents administratifs qui m'avaient été refusés, il était nécessaire que je les obtienne pour prouver l'irrégularité du Conseil de discipline, mais en plus, je lui disais qu'en tant que juge administratif qui devait rétablir l'équilibre entre le pouvoir de l'administration et mes droits à moi, eh bien, il était nécessaire que le juge administratif ordonne au rectorat de Reims de respecter mon droit d'accès aux documents administratifs. Et puis, la dernière chose que je disais à Éric Mess pour montrer à quel point il avait été partial en refusant de prendre des mesures d'instruction, c'était que le fait qu'ils ne prennent pas ces mesures d'instruction en ma faveur pour protéger mes droits, d'accord? Ce refus, ça montrait, ça prouvait qu'ils ne respectaient pas le principe du contradictoire. Et ça peut être sanctionnable.
Ce que je vous montre là, c'est une question écrite au gouvernement. C'est une question qui a été posée le 24 mars 2016 par un sénateur des îles Wallis et Futuna. Et la question était, est-ce que le manquement d'un juge administratif à son obligation de prendre des mesures d'instruction, est-ce que ce manquement a déjà été sanctionné par la Cour européenne des droits humains? Et si, il lui demandait aussi, ce sénateur, si la Cour européenne des droits humains s'était déjà prononcée sur le rôle d'un juge administratif dans l'administration de la preuve et sur l'usage que fait le juge administratif de son pouvoir d'enquête. C'est ça le pouvoir inquisitoire, c'est le pouvoir d'enquête. Okay. Donc c'était une question très importante parce que jusqu'à 2016, eh bien, il n'y avait rien qui disait oui, on peut sanctionner un juge parce que il ou elle n'a pas pris les mesures d'instruction que il ou elle aurait dû prendre pour arriver à la manifestation de la vérité, pour assurer l'équilibre entre les parties, pour garantir le droit d'accès aux documents administratifs, pour vérifier les allégations des requérants, tout ce que je vous ai expliqué jusque-là. OK. Et donc, la réponse, donc quand un parlementaire pose une question écrite comme ça au gouvernement, eh bien, le gouvernement doit répondre par écrit. Mais bien sûr, le gouvernement peut prendre son temps, d'accord? Donc, monsieur le sénateur, là, eh ben, il a obtenu sa réponse un an plus tard, d'accord? Le 30 mars 2017, et ça, c'est le ministère de la Justice qui a répondu. Donc, il a répondu, c'est un peu une réponse de Normand. Donc, en gros, je ne vous lis pas tout parce que... Donc, en gros, le ministère a répondu oui, c'est vrai que la Cour européenne des droits humains, elle a déjà établi le principe d'égalité des armes, et c'est vrai que le juge administratif, eh bien, il doit notamment requérir de l'administration de produire des documents qui permettent de vérifier les allégations des requérants. C'est-à-dire ce que je vous ai expliqué, d'accord? L'arrêt de 1936 du Conseil d'État. Ok, c'est vrai. Mais le ministère dit, sauf à démontrer que le juge administratif avait une obligation de procéder à une mesure d'instruction sous peine de méconnaître le principe de contradictoire, Ok. Donc, en gros, le ministère dit, si on veut sanctionner un juge administratif parce qu'il ou elle n'a pas pris des mesures d'instruction, il faudrait démontrer que le juge administratif avait une obligation de prendre ces mesures d'instruction et que le fait que le juge administratif a refusé de prendre la mesure d'instruction, c'est la violation du principe du contradictoire. C'est ça que dit le ministère de la Justice. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai expliqué depuis 2 ans que j'ai écrit à M. Éric Mess, et dans tous les courriels que j'ai envoyés depuis le 29 juin aux membres du tribunal administratif de Châlons-Champagne, de la Cour administrative d'appel de Nancy et du Conseil d'État, c'est exactement ce que j'ai expliqué. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de vous expliquer un peu plus clairement depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que Éric Mess, il avait une obligation de prendre les 2 mesures d'instruction que je lui demande de prendre, parce que s'il ne les a pas prises, il a violé le principe constitutionnel du contradictoire. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai remis ça. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée. Ok. Bon, alors, je crois que j'en ai fini avec la deuxième partie, c'est-à-dire que j'ai essayé de vous expliquer quelles étaient les obligations, pourquoi le juge Éric Mess avait l'obligation de prendre les 2 mesures d'instruction, les 2 petites mesures d'instruction que je lui demande de prendre. Voilà. Et je continuerai à le marteler jusqu'à ce que j'obtienne les 14 documents administratifs et la consultation de mon dossier administratif. Et comme ça, il y aura la preuve irréfutable, irréfragable, que le conseil de discipline du 21 mai 2019 a été totalement irrégulier. Parce que la rectrice de l'académie, Hélène Insel, avait une intention de me nuire et avait l'intention de m'expulser par tous les moyens de l'éducation nationale. Voilà.